Alors, bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau Balado Explique en compagnie d'Alexis. Salut Alex. Et de notre invitée du jour, Catherine. Salut Kat, comment vas-tu? Très bien, bonjour. Hey. En fait, première question pour toi, Catherine. Es-tu une grande amatrice de café? Oui, absolument. Oui. Je bois du café depuis que j'ai 12 ans, 12 ou 13 ans. Ok, oh. C'est là que j'ai commencé à faire du sport. Moi, j'ai fait de l'aviron très longtemps, donc on se levait tôt, 4h30, 5h. Des fois, je finissais l'entraînement, il fallait que je barre l'équipe des gars. Donc, barrer, c'était moi qui criais après eux puis qui dirigeais le bateau. Ça, j'allais à l'école. Je retournais m'entraîner le soir. Donc, ça me prenait un stimulant. Il fallait que je me garde réveillée. Ok. Toi, Alex? Ouais, habituellement un café le matin pour me réveiller. Des fois en après-midi, je suis avant de m'entraîner, mais ouais, habituellement pas plus que 2 cafés par jour. Ok. Bon, avec le titre, aujourd'hui, vous avez compris, on va jaser café. Et pour préparer le balado cette semaine avec Alexis, eh bien, on fouillait un petit peu dans les statistiques et il y en a une particulière qui nous a frappé. En Amérique du Nord, près de 90% des adultes consomment de la caféine à chaque jour. Alors que ce soit pour nous aider à nous réveiller le matin ou pour améliorer nos performances au travail, dans les études ou dans le sport, la caféine fait partie intégrante de notre quotidien. Et en fouillant un peu sur Internet, on constate rapidement qu'il y a énormément d'informations, mais on constate aussi beaucoup de messages contradictoires. Alors on s'est dit, avec Alexis, qui de mieux qu'une nutritionniste sportive pour venir nous aider à faire la part des choses et nous aider à clarifier tout ça. Alors je vais laisser Alexis présenter Catherine. Donc Catherine Nelot est une nutritionniste de formation, qui travaille à l'Institut national du sport du Québec. Elle collabore notamment avec plusieurs athlètes élites, surtout dans les sports de combat et les sports artistiques. Donc Catherine a accompagné plusieurs fois l'équipe canadienne aux Jeux olympiques dans les dernières années. Puis en plus de tout ça, elle est également étudiante au doctorat en sciences de l'activité physique à l'Université de Sherbrooke. Celle-ci s'intéresse particulièrement à l'optimisation de la perte de poids rapide dans les sports de combat en utilisant des techniques d'hyperhydratation. Aujourd'hui, on l'invite pour un sujet qui est un petit peu différent, soit la caféine. Donc avant de rentrer un peu plus dans les détails, tu vas devoir passer par la fameuse minute de vérité. Donc les règles sont relativement simples. Pendant 60 secondes, nous allons te poser différentes questions et tu peux seulement répondre par vrai ou faux. Donc évidemment, c'est jamais noir ou blanc, ce sera jamais seule la bonne réponse, mais c'est pour ça qu'on va revenir sur chacune de tes réponses par la suite pour en discuter. Donc c'est clair? Oui, je suis prête. On va partir le temps. 1, 2, 3, c'est parti. La caféine se trouve uniquement dans le café. Faux. Trop de caféine peut être dangereux pour la santé. Faudrait définir trop, mais je vais dire vrai. La caféine peut avoir des bénéfices pour la santé. Vrai. La caféine peut créer une addiction. Vrai. Si je prends de la caféine tous les jours, ses effets vont s'atténuer. Vrai. Tout le monde réagit de la même façon à la caféine. Faux. Il y a un risque à consommer de la caféine lorsqu'il fait chaud. Ouf. Je vais dire vrai. La caféine déshydrate. Faux. La caféine a déjà été considérée comme un produit dopant et a donc été bannie dans le sport. Vrai. La caféine améliore la performance. Vrai. Good. Yes, c'est réussi. On l'a fait, en plus on l'a fait dans le temps, 50 secondes. Parfait. Ouf. En fait, on va commencer un peu dans l'ordre chronologique. On va reprendre ta première réponse. La caféine se trouve uniquement dans le café. Quelle réponse t'avais apporté à ça déjà? J'ai dit faux. T'avais dit faux. En fait, je pense que pour commencer, on va mettre tout le monde à jour. Qu'est-ce que la caféine? Qu'est-ce que c'est? En nutrition, on parle souvent de glucides, lipides. On met dans des catégories. Est-ce que ça rentre dans une catégorie? Puis est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ça? Donc, la caféine n'a pas de valeur nutritive, donc n'est pas considérée comme glucides, lipides ou protéines. Donc, pas de calories. Pas de calories. Ah, ok, pas de calories. Ça rentre dans la catégorie des stimulants. Donc, dans la même grande catégorie que, par exemple, cocaïne, héroïne. Donc, ça vient stimuler le système nerveux central. Donc, ça nous éveille. Okay. Mais par contre, n'a pas du tout les mêmes effets délétères que des drogues dures. Mais ça rentre comme une drogue. C'est considéré comme une drogue. Puis la caféine, donc on sait qu'elle est dans le café, mais est-ce qu'il y en a ailleurs ou qu'on peut en trouver habituellement de la caféine? Donc, on va en retrouver aussi dans le thé. On va en retrouver dans le chocolat. On peut en trouver aussi dans des... C'est bien populaire chez les jeunes, les boissons énergisantes, le Red Bull, Gourou, Monster et compagnie.
Par contre, la nature de cette caféine-là n'est pas dans des grains de café, là, mais va venir d'une plante qui s'appelle le guarana. OK. Mais donc, on extrait de la caféine de cette plante-là. C'est pas mal les sources. Les boissons Coca-Cola, Pepsi vont contenir aussi de la caféine. Beaucoup moins qu'un café, mais ça, on pourra en discuter, peut-être déterminer quel produit en contient plus que d'autres. OK. OK, intéressant. Mais en fait, ça veut probablement dire aussi que parfois, on peut en consommer sans même le savoir, là, si je comprends. Tout à fait. Il y en a dans plusieurs... Tout à fait. Il y a des gens qui vont boire un Coke, Pepsi, vont manger du chocolat, ils vont boire 2-3 cafés. Il y a la gomme aussi. Il y a certaines gommes qui contiennent de la caféine. Donc, quelqu'un qui n'est pas très à l'affût de tout ça peut avoir une très grande consommation de caféine à la fin de sa journée. OK, ouais, ça peut s'accumuler rapidement sans s'en rendre compte. Tout à fait. Mais j'imagine, par contre, entre les différentes choses que tu as nommées, la dose doit varier considérablement entre chacun de ces éléments-là. Là. Oui. Donc, un café filtre, par exemple, qu'on fait chez soi, la moyenne, on va indiquer, c'est à peu près 100 mg de caféine qu'un café filtre, mais des études démontrent que ça peut varier de 50 à 225 mg là, pour une seule tasse. OK. Donc, ça dépend de la machine qu'on utilise, combien de temps l'eau est en contact avec le café, c'est quoi le processus, est-ce que c'est un espresso, est-ce que c'est un allongé, c'est du café filtre qui est dans une grosse machine industrielle versus une autre machine plus maison. Donc, tout ça va affecter le contenu du café filtre. Puis une boisson gazeuse n'a pas le même format, donc on peut aller de 30 mg jusqu'à 100 mg. Un Monster, c'est beaucoup plus volumineux qu'un Red Bull, donc on n'aura pas non plus les mêmes quantités. Donc, en moyenne, on a tendance à dire que ça varie entre quoi? Entre 50 mg aller jusqu'à 300 environ, dans un supplément quelconque, on pourrait dire que ça serait à peu près le range, là. Mettons qu'on prend un supplément, les fameux pre-workout, là, Ouais. on peut aller jusqu'à du 400-500 mg par dose, OK. alors que d'autres produits vont avoir une centaine ou 200 mg. Mais là, on parle de produits identifiés vraiment pour nous stimuler à fond avant l'exercice, là. OK. OK. Mais en fait, on va rester un peu dans le dosage. Qu'est-ce qui est recommandé, là? Je suppose que c'est un psychostimulant, donc il y a forcément une limite. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières précisées? Pour l'aspect santé, OK. si on regarde les bienfaits que peut apporter la caféine, on voit qu'à un dosage de 400 mg, donc 4 tasses de café, ces tasses, là, on peut prendre l'épaisseur de notre main, là, le poing fermé. Ça, c'est une tasse. C'est pas une tasse, là... Comme chez Tim Hortons, un grand 7-7 à mettons, c'est pas ça, là. Une grosse tasse qu'on a chez soi, là, c'est 237 ml, ce qu'on considère comme une tasse. Donc, 400 mg par jour, ça semble être la dose là, qu'on suggère de ne pas aller au-delà de ça, que ce soit, par exemple, des gens qui font de la haute pression, des gens qui auraient peut-être des problèmes cardiaques. C'est pas tout à fait clair à 100% que la caféine pourrait affecter ces personnes-là. Mais c'est suggéré de ne pas aller au-delà de ça. En même temps aussi, si on dépasse 400 mg de caféine, on va commencer à avoir des tremblements, à être un petit peu plus excité, à être un peu plus anxieux, puis peut-être même affecter son sommeil, parce qu'on n'aura pas eu le temps d'éliminer complètement la caféine. Et là, on se ramasse à minuit, on est tout excité, puis on n'est pas capable d'aller s'endormir. Donc, je dirais, là, c'est les doses suggérées, là, recommandées. Donc, 400 mg environ, donc ce qui représente quoi, 2 à 3 cafés, dépendamment, là. Oui, 2 ou 3 bons cafés. Alors, quelqu'un qui prendrait 2 espressos ou 2 cafés filtres, une grosse tablette de chocolat, un Pepsi, on est pas mal rendu là. J'ai noté en fait que tu as parlé un petit peu, il y en a qui vont être anxieux, il y en a qui ils peuvent plus éviter de dormir, peuvent avoir des battements cardiaques irréguliers. Donc c'est quoi un peu les trop de caféine, là, qu'est-ce que ça pourrait faire pour la santé? C'est quoi les effets néfastes que ça peut engendrer, puis c'est quoi les répercussions un peu à long terme et à court terme? Oui, je dirais trop de café, c'est vraiment... Bon, la personne va être plus anxieuse sans nécessairement être de nature anxieuse. Là. C'est pas parce qu'on est de nature anxieuse qu'on va réagir beaucoup plus à la caféine. Mais c'est vraiment l'aspect là, qu'on devient beaucoup plus stressé. On a le cœur qui se met à débattre. Donc la caféine qui agit en quelque sorte sur... qui augmente la production d'une hormone qu'on a, c'est de l'adrénaline. Et donc, en ayant plus d'adrénaline, ben, le corps réagit. C'est comme si le corps réagissait à un stress. Et donc, c'est tout ce genre de processus qui va se mettre en place. Mais je pense aussi, trop de caféine, c'est vraiment selon les individus. Les gens ne sont pas capables de s'endormir.
Donc, il y a des gens, après 1 heure de l'après-midi, s'ils boivent du café, ils ne peuvent plus dormir. Alors que tu as d'autres gens qui n'ont aucun problème à boire 4 cafés, on allait se coucher. C'est des gens qui ne réagiront pas du tout là, à l'augmentation de la caféine. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que ces personnes-là, il y en a qui vont réagir fortement à la caféine, puis d'autres qui vont pas réagir? Est-ce qu'il y a... qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence-là? Oui, bien, il y a des études vraiment très complexes, mais vraiment intéressantes au niveau de la génétique de nos gènes. Donc, on a tous un gène qui est en lien avec le métabolisme de la caféine, donc comment on l'absorbe, comment on la distribue dans le corps. Puis c'est, j'ai envie de dire un peu comme la COVID-19, là, il y a des variants, là. Donc il y a une certaine mutation ou des variants chez tous les individus, donc c'est pas tout le monde qui réagit de la caféine de la même façon. Donc selon ces différences au niveau de nos gènes, bien, il y en a qui n'auront aucun effet de la caféine, n'auront pas... l'effet justement au niveau d'anxiété, manque de sommeil ou qui vont être plus stressés, alors que d'autres vont réagir incroyablement rapidement. Aussi, au niveau de l'absorption, il y en a qui vont l'absorber très, très rapidement, qui vont avoir des effets très rapidement. D'autres vont la métaboliser beaucoup plus lentement, donc vont l'éliminer aussi beaucoup plus lentement. Quand tu, juste pour éclairer tout le monde, là, quand tu parles d'absorber la caféine, tu fais référence à quoi ici? Bien, absorption par notre tube digestif. OK. Donc, une fois que j'ai ingéré la caféine, comme... Le temps que ça rentre dans ton système, puis que tu ressentes les effets un peu, là, j'imagine. Exact. Tu sais, quand on boit du café, au bout d'une 15-20 minutes, c'est déjà en train d'être absorbé. Donc, il y a un certain niveau de café qui peut être absorbé au niveau de l'estomac, majoritairement aussi dans l'intestin. Déjà, au bout d'une vingtaine de minutes, on va ressentir les effets de la caféine. OK, c'est assez rapide. C'est très rapide. Mais au bout d'une heure, c'est là que la caféine est pleinement absorbée et là, on va vraiment avoir les effets maximum. Et par curiosité, ça peut durer jusqu'à quand? En fait, on peut tracer la caféine dans notre organisme jusqu'à combien de temps après la prise? C'est une bonne question, parce que ça aussi, ça varie, puis ça dépend aussi qu'est-ce qu'on a mangé. Des fois, on va boire notre café à jeun le matin, ça nous réveille, mais aussi, ça se peut qu'on déjeune, on a un repas plus copieux, gras, des œufs, ou on a pris des toasts Nutella, donc ça dépend qu'est-ce qu'on a mangé. Mais ça semble varier. De ce que j'ai vu, c'est entre 3 et 8 heures. Donc, les gens qui métabolisent la caféine beaucoup plus lentement vont avoir un effet beaucoup plus long dans leur journée. Que ceux qui la métabolisent beaucoup plus rapidement, elle ne va pas perdurer, elle va être éliminée beaucoup plus vite. Donc, qu'est-ce qui différencie ça? Ça semble être vraiment l'aspect génétique, mais c'est pas clair encore pourquoi on réagit autant, pourquoi il y a autant de variations entre les individus. Puis dans le fond, un peu dans la même lignée, tu disais au début du podcast que pour toi, tu consommes du café à tous les jours. Moi aussi, j'en prends. Oui. Je pense que Thomas aussi t'en prend également. Là. Donc, ça vient un peu à la question que moi et Thomas on se posait. Est-ce que l'effet de la caféine peut s'atténuer avec le temps? Donc, tu sais, je suis en train de passer la première fois que j'ai pris du café. Est-ce que j'étais autant stimulé que la 3000e fois aujourd'hui quand j'en ai pris un ce matin, par exemple? Oui, tout à fait. Donc, quand on débute à un jeune âge, la consommation de caféine, ou ceux qui nous écoutent présentement qui disent « Ah, moi, je vais commencer à boire du café », on est... en fait, il y a une adaptation, comme toute bonne chose, le corps va s'adapter. Et à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'au niveau de notre système nerveux central, on va avoir besoin de prendre un deuxième café pour avoir exactement le même effet. Donc, cet effet peut s'atténuer. Donc, les gens, par exemple, qui boivent 4-5 cafés par jour, décident du jour au lendemain de « Ah, je vais arrêter de boire du café parce que là, je deviens trop dépendant et tout ». C'est la pire chose à faire parce que justement, notre corps est tellement habitué d'avoir de la caféine qu'il faudrait le sevrer beaucoup plus tranquillement. Fait que d'y aller vers 4 tasses, 3, 2, parce que le corps va se réajuster. Autant qu'il peut s'adapter avec une plus grande consommation de caféine, il peut se réajuster aussi avec moins de caféine. Mais il faut pas le faire du jour au lendemain. Couper d'un coup. Il faut, ça serait la pire chose à faire parce que là, maux de tête, on a vraiment les effets de sevrage où on va être plus fatigué. Mais ça va être plus propice chez des gens qui consomment déjà beaucoup de café. Ceux qui consomment 2-3 tasses par jour n'auront pas les mêmes effets de sevrage de quelqu'un qui arrêterait du jour au lendemain. OK. Intéressant, ça, par exemple. Puis est-ce que, dans le fond, pour poursuivre un peu là-dessus, tu disais, les gens qui arrêtent peuvent avoir des maux de tête, peuvent avoir des symptômes physiques, ce qui me fait beaucoup penser, les gens qui ont une addiction, qui arrêtent l'alcool, qui arrêtent certaines drogues, par exemple. Donc, est-ce que... Comme tu l'as un peu répondu avec ta question tantôt, est-ce qu'il y a un effet addictif de la caféine? Donc, est-ce qu'on a un effet addictif je sais pas, là, un peu comme la cocaïne ou n'importe quelle autre drogue? Oui, mais c'est discutable, là, parce que, la caféine agit sur une zone du cerveau qu'on appelle le
le système de récompense. Là, ça augmente la production d'une hormone, de la dopamine. Puis donc, est-ce que c'est ça qui fait qu'on a hâte de boire notre café ou qu'on a le goût de se réveiller le matin, l'odeur, la saveur, tout ce que ça nous fait en termes de plaisir? Est-ce que on est à la recherche de ça ou c'est vraiment la caféine qui nous donne un effet addictif, là? Donc, c'est pas clair. Je pense que c'est un peu des deux. Mais je pense que la caféine a plus un effet de tolérance, qu'il va falloir qu'on en boive un petit peu plus pour garder le même effet que de nous rendre vraiment... de créer une addiction. OK. Et en fait, ça m'amène à continuer un peu sur les effets santé. Là, on avait commencé à parler battement cardiaque et tous ces effets-là, anxiété. On lisait avec Alexis cette semaine et on voyait là où on a trouvé le plus d'informations un petit peu contradictoires, c'est concernant, on a parlé un peu déshydratation, l'effet diurétique, donc qui augmente la production d'urine, et aussi tous les effets un peu sur les maladies chroniques. Alors on voulait avoir un peu ton avis. Est-ce que ça déshydrate? Est-ce qu'il y a un effet diurétique? Est-ce qu'il y a des vertus positives face à certaines maladies chroniques? Très bonne question, parce que c'est un gros mythe, la déshydratation, la caféine. Donc, on va faire la différence entre un agent qui est diurétique puis un agent déshydratant. Donc, c'est pas parce qu'on urine abondamment qu'on se déshydrate. Puis il y a quand même plusieurs études qui ont évalué l'effet de boire 2 tasses de café, 4 tasses de café. Donc, de mesurer un volume de café, par exemple 1 litre de café, et de donner exactement la même quantité, 1 litre d'eau, à des participants. Okay. Puis de regarder quelle était la production d'urine totale, puis est-ce qu'à la fin de la journée, ils sont plus déshydratés. Donc, c'est sûr que quand on boit du café, on va uriner plus rapidement. Donc, le café agit au niveau du rein. Là, je peux aller plus en détail, mais c'est quand même très complexe là, au niveau de comment la caféine... pourquoi la caféine crée autant un effet diurétique. Okay. Mais à la fin de la journée, si on a bu exactement la même quantité d'eau, on n'est pas déshydraté. Intéressant, finalement. Donc, tu peux uriner plus, mais techniquement, tu n'es pas nécessairement plus déshydraté. Exact. C'est désagréable parce que, bon, c'est les gens qui vont boire 3-4 tasses de café, vont se ramasser aux toilettes un petit peu plus souvent que quelqu'un qui ne boit pas de café. Ce qu'il faut faire attention, en fait, c'est que les gens n'aient pas le réflexe. Tu sais, des gens, des fois, ils sont comme, j'ai vu que la caféine, ça ne déshydrate pas, fait que je vais boire du café, tu sais, pour rester hydraté. Non, c'est pas la solution, là. Fait que donc, de ne pas remplacer l'eau par le café, c'est ce que tu dis en gros. Tout à fait, voilà. Le café, c'est une bonne façon de s'hydrater, mais ça ne doit pas être la seule façon. OK, donc, effet diurétique, oui, mais pour autant, il ne faut pas arriver aux conclusions trop rapides et il n'y a pas d'effet de déshydratation, forcément. Exact. Parfait. Puis maintenant, au niveau de l'aspect santé, la maladie chronique, dans le café, il y a quand même beaucoup de composants, des polyphénols, des antioxydants. J'essayais de voir un peu là, avant qu'on se parle, c'était quoi ces composés-là, mais il y en a énormément. Puis selon les plantes, différentes plantes, d'où provient la source de caféine, ça va changer. Donc, dans le café, c'est pour ça que c'est important de boire du café noir, de ne pas rajouter plein de sucre, plein de crème, plein d'ajouts, de vraiment prendre noir, de ne pas juste aller chercher de la caféine, par exemple, dans des pilules ou dans des poudres pour sportifs, par exemple, parce que c'est ces composés-là qui agiraient sur différentes maladies. Je regardais juste au niveau du diabète, le syndrome métabolique, même la gestion du poids. Les gens qui boivent du café auraient selon les maladies, jusqu'à 30% moins de risque de développer des maladies chroniques, des cancers. Ça, ce ne serait pas nécessairement la caféine en tant que telle, mais tu dis que ce serait plus le café, en fait, là, pour avoir ces bénéfices-là. Ce qui vient avec le café, vraiment tout l'aspect des polyphénols, des antioxydants, comment ça agit au niveau du corps, une fois qu'on l'a absorbé, comment ça va agir avec les cellules du corps, les différents organes. Il y a toutes sortes de bonnes raisons de consommer ne serait-ce qu'une tasse de café par jour pour prévenir plein de maladies à long terme. Puis aussi, ces maladies-là où il faut quand même faire attention quand on regarde ces études-là, des études longitudinales où on questionne les gens, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous buvez sur 20 ans, demande, toi, tu te souviens-tu, qu'est-ce que tu as bu ou mangé depuis 10 ans? Je me souviens pas ce que j'ai pris pour dîner, donc effectivement, c'est un peu difficile à dire. Là. Est-ce que ça va dépendre de plein d'autres facteurs? Est-ce que les gens qui boivent du café noir, c'est aussi des gens plus actifs, qui mangent beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, des grains entiers? Il y a tout ça qu'il faut investiguer là, sur les maladies.
Mais tu sais, si je regarde, par exemple, j'avais trouvé une étude à un moment donné qui regardait des fumeurs qui boivent du café versus des fumeurs qui ne boivent pas de café. Puis il y avait presque 15% de moins de risque d'avoir le cancer du poumon. Donc, vraiment, il avait été capable de mettre le doigt sur les gens qui boivent du café semblent avoir moins de risque d'attraper le cancer du poumon. Donc, il y a quelque chose avec la caféine et tous les composants à l'intérieur qui sont vraiment, vraiment intéressants. OK. OK, mais c'est sûr que nous, on trouve quand même beaucoup d'informations contradictoires. Puis nous, pour faire un peu cette recherche-là, on est allé un peu sur Internet. Il n'y avait pas de choses scientifiques vraiment, là, plus des sites qu'on retrouve assez rapidement. Là, mais effectivement, probablement que on trouve des sources beaucoup plus fiables dans ce que tu as cherché toi. Là. Puis est-ce que, en fait, très, très rapidement, tu peux donner un ou deux conseils? Et là, bon, on parle caféine, mais peut-être aussi avec ton expertise en nutrition. Tu sais, comment essayer d'un peu de faire la part des choses entre j'ai une info. Bon, est-ce que je peux avoir un regard critique pour essayer de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ou comment nuancer le propos? Est-ce que tu peux nous donner deux, trois petits trucs comme ça? C'est ça, tout ce que vous cherchez avec Google, avec Facebook, avec Instagram, tous les médias sociaux, ce qui est facilement accessible, il faut faire vraiment, vraiment attention. Toujours se questionner qui a écrit cet article-là. Bon, c'est publié sur un site web avec plein de publicités. Ou est-ce que c'est un site web qui a l'air fiable, où on voit qu'il y a des sources, des études citées? Même encore là, il faut faire attention. Est-ce que c'est des bonnes études qui ont été citées? Parce que c'est une étude que c'est la science infuse. Oui, puis tu sais, aussitôt que vous avez cliqué pour en savoir plus, payé, donnez-moi votre carte de crédit, vous avez quelque chose à acheter, il faut que les gens réagissent. Faites très attention parce qu'on veut votre argent. On vous a manipulé en quelque sorte pour avoir votre argent. Donc, je dirais, les gens doivent rester très alertes, être très critiques, se questionner, plus se remettre en question sur est-ce que cette information-là, elle est véridique, c'est qui l'a écrit, c'est qui cette personne-là, est-ce qu'il y a en arrière, il y a de l'argent, ou est-ce que la personne est financée par une compagnie qui veut qu'on parle de ces suppléments-là, par exemple, ou... Je m'égare un peu, mais... Non, mais fait qu'ultimement, c'est vraiment de se critiquer, puis peut-être d'aller même demander soit aux nutritionnistes, soit aux personnes en fait, qui sont les experts dans ce domaine-là. Là. J'ai des gens, des fois, qui m'écrivent sur Facebook, ils vont par ma page et ils me questionnent. J'ai aucune idée c'est qui ces gens-là, mais ils veulent avoir mon opinion. Donc, je leur réponds tout bonnement. Ben, merci de me consulter. Bravo d'avoir demandé une nutritionniste, mais attention, là, telle chose, puis je dirige les gens vers les bons endroits. Là. OK. Je pense que ça faisait un bon parallèle. Tu disais la plupart des gens veulent te vendre des choses. Tu parlais notamment les gens pour la performance, prenez tel supplément, vous allez plus performer. Puis moi, puis Thomas, on se questionnait beaucoup sur l'effet juste de la performance, en fait, puis de la caféine. Donc, est-ce qu'il y a, on sait que pour la santé, bon, peut-être qu'il y a des bienfaits. Pour la performance, est-ce que chez un athlète de haut niveau, prendre la caféine peut faire qu'il performe mieux? Absolument. Puis est-ce que ça dépend, puis est-ce que c'est... J'imagine que ça dépend un peu des sports, ou est-ce qu'il y a une différence à faire dans les sports d'endurance, donc comme la course ou des sports de puissance, admettons? Bien, tous les sports vont bénéficier de caféine. Mais majoritairement, c'est vraiment les sports d'endurance où l'effort est prolongé à une bonne intensité, que là, la caféine semble... en fait, elle est plus étudiée chez ce sport-là, puis elle semble vraiment beaucoup plus intéressante pour la performance d'un athlète. On parle qu'un athlète peut aller chercher un 2 à 4 d'amélioration de sa performance. Ça veut dire que quelqu'un qui court des 10 km pourrait peut-être aller chercher un 10 secondes, 15 secondes sur son temps. Quelqu'un qui est moins en forme va courir, ça va lui prendre un petit peu plus de temps, mais peut aller chercher presque une minute. Là. OK. Ça peut paraître faible là, pour les auditeurs, mais c'est souvent ça chez des athlètes élites qui fait la différence. Là. Quelques secondes ou un ou 2 secondes qui fait la différence pour entrer ou perdre le podium finalement. Entre la médaille d'or et la médaille d'argent, c'est même pas 1% là, d'amélioration de la performance. Donc, c'est sûr, un athlète extrêmement en forme, qui est extrêmement adapté, bon, la caféine n'aura pas du tout le même... On ne va pas aller chercher le même effet sur la performance que quelqu'un qui court 3 fois par semaine, puis qui fait son premier 5 km, puis il se prend de la caféine, puis qui bat son temps de 2 minutes. Donc, on n'aura pas du tout le même effet. Là. OK. C'est intéressant. Ça, probablement aussi parce que les athlètes ont déjà optimisé, ils ont un entraînement optimal, la nutrition. Moi, comparativement à moi, si je vais courir, c'est sûr que l'effet, je peux m'attendre à un effet plus important. Oui. C'est ça que je comprends. Tout à fait. OK, bon, parfait, je vais en prendre d'abord. Puis on se demandait aussi, est-ce qu'il y a un protocole qu'on doit suivre? Donc, les athlètes, je sais que tu as mentionné tantôt l'effet de la caféine. Après 1 heure, c'est comme là qui est le plus effectif un peu. Est-ce que
C'est quoi la dose que les athlètes devraient prendre? C'est quand qu'ils devraient le prendre? Est-ce qu'il y a une différence entre le café et la caféine? Donc, juste avoir un peu ton opinion à ce sujet-là. Même peut-être sous forme liquide. Il y a des Ouais. pilules. Tu as parlé de pilules, Ouais. on peut prendre liquide. Éclaire-nous avec. C'est sûr que pour un athlète qui désire performer, l'athlète, quand c'est le temps de faire sa compétition, sa santé, là, il va la mettre de côté. Là. Mon diabète là, que je vais avoir dans 40 ans, là, c'est pas important pour lui. Donc, c'est sûr, pour un athlète, ça serait préférable de peut-être viser la pilule, la capsule de caféine, d'aller vraiment isoler la caféine pour sa performance. Donc, les doses suggérées, ce qui semble plus intéressant dans les dernières études, c'est un 2 à 3 mg. Il y a des études qui ont regardé jusqu'à 6 ou 9, 10 mg par kilo de poids. Donc, un 2 à 3 mg par kilo, on parle de 150, 200 mg. Okay. Donc, c'est l'équivalent de prendre 2 capsules là, qu'on achète à la pharmacie. Ou un très gros café qu'on se ferait à la maison. Donc, il y a des études qui ont testé les deux, café filtre ou capsule, puis l'effet sur la performance est le même. Pas toutes les études ont démontré, mais l'effet est relativement semblable. OK, donc ça c'est important peut-être pour les auditeurs. Là, si une tasse de café, en fait, du café filtre versus une pilule que j'ai achetée dans un magasin, ça semble donner le même effet. Tout à fait. OK, super. C'est sûr qu'au niveau de comment c'est efficace, tu sais, un matin de compétition, commencer à boire ton café, tu vas le boire tranquillement. Tes pilules, tu peux les prendre d'un coup. Merci, c'est fini, je peux aller me préparer. Donc, il n'y a pas de café à gérer. Là. Un gain de temps, un gain du temps. C'est ça. Okay. Puis est-ce qu'on devrait le combiner avec d'autres choses, je sais pas, avec par exemple des glucides, par exemple avec un autre stimulant, ou est-ce qu'il y a une prise de liquide qui doit être prise, ou techniquement juste un bon verre d'eau avec tes pilules de caféine, puis ça devrait fonctionner? Ben, on va aussi suggérer à l'athlète de prendre un bon déjeuner complet, de mettre beaucoup plus d'emphase sur qu'est-ce que tu vas manger dans les 2 heures, 3 heures avant le départ d'une course. On espère que l'athlète est capable de manger. Que ça, c'est beaucoup plus important que est-ce que tu ajoutes ta caféine. Parce qu'à un moment donné, un matin de compétition, les athlètes ils ont beaucoup de choses à penser. Ça se peut qu'ils disent je vais laisser faire ma caféine. Mais donc, OK, on va mettre vraiment l'emphase sur ton déjeuner qui doit être riche en glucides. Donc, oui, l'athlète pourrait prendre des jus, peut boire un smoothie, quelque chose qui est facile à digérer pour l'athlète. Mais pour l'effet sur sa performance, l'athlète n'est pas obligé de boire prendre sa caféine avec des glucides. Ça va être vraiment comme dans les heures avant son départ, d'aller chercher suffisamment d'énergie, un bon repas consistant. Puis selon, après ça, la durée de l'effort, c'est là qu'on va aller agir, peut-être d'ajouter des glucides. Si par exemple la course dure 2 heures, 1 heure et demie ou 1 heure, c'est là qu'on va conseiller l'athlète sur est-ce que tu devrais ajouter des glucides ou non. OK. Puis en fait, c'était peut-être pas clair. Non, c'était super clair. En fait, je comprends ce que tu as dit, c'est que oui, la caféine est importante, mais il y a tellement d'autres choses, notamment, qui doivent être contrôlées chez l'athlète ou qui est peut-être plus important, dont le déjeuner, par exemple. C'est ça. Ouais. La caféine ne sert à rien si tu as bâclé ta préparation. Exactement. Il faut que ta préparation soit bonne. Aussi, un aspect important de café, des athlètes qui vont voyager, qui sont en décalage horaire, qui sont arrivés 2 jours avant le départ, sont un peu jet lag, là, je vais utiliser l'expression. Là, une bonne raison de plus d'avoir ta caféine, parce que c'est ça qui va te réveiller comme il faut, là, puis qui va te stimuler, alors que tu es encore en train de dormir. Donc, avant tout, une bonne préparation, et ensuite, la caféine, c'est un peu un petit plus. Ouais. Fait que 2-3 mg par kilo, c'est ce que tu as dit. Combien de temps avant? Donc, c'est à peu près 1 heure avant. OK. Donc, on sait que la caféine va arriver, j'aime pas utiliser le mot piquer, mais va être à son maximum d'absorption entre 45 et 90 minutes après ingestion. Encore une fois, ça dépend qu'est-ce qu'on a mangé avec. Est-ce qu'on a mangé un repas plus copieux, moins copieux, riche en glucides, riche en graisse? Ça va affecter l'absorption. Donc, ce qu'on dit aux athlètes, là, souvent, je veux dire, à peu près 1 heure avant, tu ingères ta dose de caféine, ton 150-200 mg, tu bois de l'eau. Ensuite, tu peux passer à d'autres choses, te préparer pour ton épreuve. Donc, dans ces temps-là, on s'assure que la caféine est à son maximum pour le départ. Donc, c'est là qu'on veut vraiment que l'athlète soit prêt. Là. Puis, un peu, donc on parle de caféine, mais est-ce que ce serait la même chose pour les gens qui prennent des pré-workouts? Donc, les gens, pour nos auditeurs qui sont un peu moins familiers, là, le pré-workout, c'est quoi? C'est juste plusieurs ingrédients mis ensemble. Donc, je pense qu'il y a de la caféine, créatine, il peut peut-être avoir d'autres stimulants. Est-ce que c'est la même chose, 1 heure avant, on le prend la performance? Puis, est-ce que
C'est la même chose que prendre la caféine? Est-ce que ça a un meilleur effet? C'est quoi un peu la différence entre les deux, là? En fait, la différence, c'est que la caféine, elle a été isolée du café, du grain de café. Et on l'a mis on l'a mélangé avec d'autres produits, donc d'autres stimulants, et on a rajouté de la saveur. Donc là, on a juste à rajouter ça dans de l'eau et le boire. Donc c'est ça la différence. C'est la même chose que si on va à la pharmacie, qu'on achète une pilule de caféine, c'est exactement la même sorte de caféine qui se retrouve dans les pre-workouts. Puis est-ce qu'il peut avoir un effet combiné? Tu sais, je sais qu'il y a plusieurs autres ingrédients. Est-ce qu'il peut avoir un effet combiné ou additif de prendre un pré-workout comparativement à juste de la caféine? Ben, tu sais, ce qu'on rajoute dans les pre-workouts, bon, tu parlais de créatine, des fois il y a de la bêta-alanine qui est un agent, j'ai juste le terme buffer en tête, là, mais tu sais, qui va agir au niveau du lactate puis de l'acide lactique. Un tampon en fait, qui absorbe. Mon anglais est excellent. Mais tu sais, des études, en fait, tu ne peux pas additionner les différents suppléments qui auront un effet sur la performance. C'est par exemple la bêta-alanine peut avoir un effet similaire à la caféine de 2 à 3 % sur la performance. On parle d'efforts de très très haute intensité par contre, moins du côté endurance. Mais la caféine et la bêta-alanine ne s'additionneront pas. Tu ne vas pas aller te chercher 6 % d'amélioration de performance. Non, ben oui, effectivement. Puis en fait, peut-être aussi que les compagnies qui vendent ce genre de produits-là fonctionnent aussi un peu sur ça, en mettant des listes très très longues et en voulant, voici tel bénéfice, mais en bout de ligne, si je comprends, ben, c'est pas forcément cumulatif. Exactement. Puis aussi, les compagnies utilisent des termes qui ont l'air très scientifiques, donc agent stimulant, et là, ils vont dire bon, c'est de la caféine et telle chose. Mais tu sais, ils utilisent des termes très marketing là, qui vont interpeller la personne. Mais le pre-workout, les gens seraient bien mieux de se faire un bon café, une bonne collation, parce que dans ces produits-là, ce qui amène l'effet stimulant, c'est la caféine. Il n'y a pas vraiment des autres ingrédients, il y a des quantités assez minimes. Bon, peut-être bêta-alanine, des fois, ils en rajoutent suffisamment, mais c'est très minime. Ce qu'ils rajoutent, c'est plus pour attirer le consommateur. Là. Fait que tu dirais en fait là, aux gens un bref conseil de juste peut-être pas gaspiller leur argent dans ces produits-là, puis qu'un bon café, techniquement, 1 heure avant, ça pourrait faire amplement la job. Tout à fait, avec une bonne collation riche en glucides, de se coucher peut-être plus tôt, de laisser les médias sociaux avant de dormir, de ne pas trop se stimuler le soir, de se coucher à une heure raisonnable. Ça va faire toute la différence. Plutôt que de dépendre... C'est un discours très, très sage. Ouais. Ben c'est sage, mais c'est la réalité. C'est la réalité, beaucoup de gens ne veulent pas croire et considérer. Ben couche-toi plus tôt, lâche ton téléphone, limite les sources de stress au maximum dans ta journée. Tu vas être beaucoup plus frais pour aller t'entraîner. Prends-toi un bon café, bonne collation. Okay. Fait que c'est le message que tu tiens probablement, comme on le disait tantôt, là, tu travailles à l'Institut national du sport avec des athlètes élites, donc c'est probablement ce message, si tu le tiens avec nous aujourd'hui, tu dois probablement le tenir aussi avec tes athlètes. Donc oui, j'ai des athlètes qui ne déjeunent pas, ils viennent s'entraîner, après ça, il faut qu'ils aillent à l'école, ils vont s'attraper un petit sandwich à la cafétéria, ils ont un autre entraînement plus tard à 5 heures, ils me disent « Ah, je suis tellement fatiguée, je comprends pas pourquoi, je pense que je vais prendre des pre-workouts. » Ça, c'est comme la solution facile. Ouais. Il n'y a pas de recette magique, malheureusement. Non, il y a toute une éducation à faire de base. Mais malheureusement, les gens ne veulent pas croire à ça. On va aller au plus simple. Mais oui. On va payer 70$ pour un supplément qui va nous stimuler. Mais en fait, on pourrait payer beaucoup moins cher et juste faire quelques changements. Ben en fait, moi j'aimerais ça continuer sur tes expériences à toi parce que je pense que tu es allé 3-4 fois aux Jeux Olympiques avec Team Canada. En fait, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus. À quel point c'est répandu auprès des athlètes qui s'en vont aux Jeux Olympiques. Quelles sont leurs connaissances par rapport à ça? Est-ce qu'ils en savent peut-être plus qu'Alexis puis moi? Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelques exemples? Ben, je dirais les sports d'endurance sont quand même bien au courant à quel point la caféine peut améliorer, aider leur performance ou les aider quand ils voyagent. Ils changent de... Mettons un athlète qui s'en va en Asie, à quel point la caféine peut vraiment les aider à s'adapter plus rapidement. Avec le décalage. Avec le décalage. Par contre, les autres sports, par exemple les sports de combat avec lesquels je travaille beaucoup, je suis étonnée à quel point, je vais t'expliquer, la caféine, ça peut être quelque chose qui te stimule puis qui t'aide avant tes combats, qui va te réveiller.
Je dirais que je suis plus en contact avec des athlètes qui n'ont aucune idée à quel point la caféine peut être bénéfique, autant pour leur santé à long terme que pour leur performance en tant qu'athlète, que des athlètes qui sont vraiment au courant. Même dernièrement, je discutais avec 3 entraîneurs de judo qui n'avaient aucune idée à quel point la caféine pouvait être bénéfique, autant pour eux, en tant qu'entraîneurs, pour être vraiment focus sur le terrain et d'être beaucoup plus alerte et allumés quand vient l'entraînement de 5h30 puis qu'ils sont fatigués, que leurs athlètes, à quel point ça pourrait les aider en compétition. Donc, en fait, c'est qu'il faut faire des tests avec les athlètes. Il faut les éduquer comme vraiment à l'avance, avant qu'ils arrivent aux championnats du monde ou avant les Jeux olympiques, parce que rendu là, c'est plus vraiment le temps d'essayer des nouvelles choses. Ouais. Ça, c'est déjà arrivé qu'aux Jeux olympiques, j'ai un athlète que je connais pas du tout qui vient me voir puis qui dit « Ah, j'ai entendu là, que je pouvais prendre la caféine, je sais qu'on en a ici à la clinique, est-ce qu'on peut... J'en veux. » Donc, j'ai tout expliqué à l'athlète. Il était venu avec son entraîneur aussi, une chance, mais j'avais expliqué quels étaient les désavantages et les inconvénients, mais aussi les bienfaits, puis que c'était pas une bonne idée de commencer ça maintenant. Mais il avait quand même essayé, puis ça avait très bien été. Donc, bon, tant mieux. Tout est bien qui finit bien. Mais tout, tu sais, je veux dire, il faut faire des mises en garde, il faut expliquer aux athlètes, il faut faire beaucoup de tests. Donc, planifier que, bon, il y a 3 compétitions qui s'en viennent. Qu'est-ce que tu dirais si on essaye la prochaine compétition, tu vas essayer avec telle dose. Tu vas prendre 100 mg, tu vas voir comment tu réagis. Okay. Prochain voyage, tu feras 200 mg. Puis après ça, c'est de vraiment trouver avec l'athlète qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Je sais que les glucides à l'exercice, souvent, il y a des personnes qui peuvent moins tolérer puis avoir des problèmes digestifs pendant l'exercice. Oui, est-ce que la caféine peut avoir des effets secondaires similaires ou non, peu fréquents, mettons? Ben oui, boire un café, ça peut augmenter les mouvements intestinaux. Donc, c'est assez rapide en général. On boit quelques gorgées, puis oups, ça se bouscule soudainement à la porte. Il faut qu'on aille à la toilette. Je sais pas si c'est relié au fait que, bon, on se lève le matin, on change de position, la gravité, le système digestif qui commence à... Tu sais, est-ce que c'est pas une coïncidence? Oui. Est-ce que c'est vraiment un effet du café, effectivement? Ouais. Mais tu sais, je pense que la caféine augmente les mouvements au niveau de l'estomac. Donc, si ça commence à bouger, ça va réagir tout au long du tube là, digestif. Donc, c'est peut-être une explication. Mais il faut quand même être à l'affût de ça. Quelqu'un qui boirait son café pour la première fois en compétition, par exemple, puis qu'il est rendu au site de compétition, puis qu'il doit y aller dans 20 minutes, c'est peut-être pas sa meilleure idée. Ouais, il pourrait être surpris. Oui, très surpris. Ben écoute, en fait, merci beaucoup. Là, le temps file quand on est en bonne compagnie. Je vais te laisser la parole à la fin, mais je voudrais juste peut-être faire une espèce de synthèse. Dis-moi si je me trompe. En fait, pour récapituler, donc on a mentionné peut-être le seuil de 400 mg par jour, essayer de ne pas dépasser le 400 mg de caféine par jour. Ouais. On a aussi mentionné des bénéfices, en fait, certaines vertus sur la santé, notamment face à certaines maladies chroniques. Mais encore une fois, peut-être attention pour les auditeurs, attention aux sources sur lesquelles on se base et aussi de garder parfois un regard critique. Et enfin, pour conclure, niveau performance, là, un petit protocole à retenir, 2-3 mg par kilogramme de masse corporelle, 1 heure avant. Peut-être qu'on n'a pas répondu à la question, est-ce que je dois en reprendre ensuite? Donc je suis en plein milieu de mon exercice, ça fait 30 minutes, là je cours un marathon par exemple, est-ce qu'à un moment donné il faut en reprendre? Ou ma dose initiale est suffisante? Pour un marathon, la dose devrait être suffisante, parce que tu sais, le temps que ça prend avant de complètement éliminer la caféine, la caféine va encore agir au bout de 7 heures, là, 6 heures chez certains individus. Par contre, si on fait des plus longues distances, je pense à des demi-Ironman, des gens qui doivent performer beaucoup plus longtemps, ben là, il y a des gels qui contiennent de la caféine. Mais oui, ça serait à envisager avec chaque personne de façon individuelle à quel moment la personne devrait reprendre la caféine pour garder son effet stimulant et agir sur sa performance. OK. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et en fait, je te laisse la parole. Je voulais voir avec toi, est-ce que tu as un message à passer ou quelque chose qu'on n'a pas abordé, quelque chose que tu aimerais aborder ou simplement un message pour nos auditeurs? Bien, ce qu'on me demande souvent avec le café, c'est que des gens ils disent « J'aime pas ça le café, mais qu'est-ce que je pourrais prendre? J'haïs le goût, j'aime pas l'odeur, je trouve que ça me fait pas. » Bien, tu sais, il y a d'autres choses à peut-être investiguer, d'essayer le thé vert, thé noir.
Et définitivement, moi, je recommande aux gens d'essayer de trouver la source de caféine qui leur convient, puis d'essayer de l'inclure, parce que quand je regarde tous les bienfaits à long terme, et encore une fois, pas d'ajouter plein de sucre, plein de crème, plein d'ajouts dans notre café, mais on devrait tous fortement considérer de boire du café ou une source de caféine. Donc voilà, c'est mon mot de la fin. Moi, je pousse les gens à boire du café. Surtout les athlètes. Ah, j'en parle toujours avec tous les athlètes écoute, le café, voici ce que ça peut t'apporter, est-ce que tu y as déjà pensé? Puis c'est rare qu'ils refusent. OK. C'est très rare. OK. Donc, encore une fois, merci Catherine pour ta présence. Merci à tous nos auditeurs. Je vous invite aussi à nous suivre tant sur Facebook que sur Instagram et de se revoir prochainement sur un autre épisode au Balado Explique.